Chers amis téléspectateurs, bien le bonjour dans cette nouvelle édition du débat de l'actualité en direct de la télévision El Biled. Cette édition d'aujourd'hui qui est consacrée au stress hydrique et aux problèmes de l'eau en Algérie qui devient récurrent. En Algérie, assurer l'eau, c'est assurer un environnement durable. Le volume de l'eau utilisée est évalué pour tout le pays à près de 4,250 milliards de mètres cubes, soit 141 mètres cubes d'eau par an, par habitant, selon des statistiques du début des années 2000. La disponibilité de l'eau constitue une contrainte nationale majeure aujourd'hui et pour le futur. De ressources limitées et déjà largement exploitées pour répondre à la croissance des besoins, le recours accru aux ressources dites non conventionnelles, une situation de concurrence entre usages sectoriels, une marchandisation croissante des ressources et des conditions climatiques contraignantes qui viennent renforcer les tensions autour de l'eau. Parmi les quantités d'eau disponibles, il faut effectuer un partage des ressources entre les différents utilisateurs et surtout sécuriser la fourniture en eau potable pour les besoins domestiques, industriels et commerciaux, aussi bien dans les villes que dans les centres ruraux. Donc, comment y remédier et gérer cette situation dans les années à venir, tout en sachant que selon une étude des Nations Unies, la région du Grand Maghreb risque de perdre 20% de ses capacités en eau à cause des changements climatiques d'ici 2050. Et pour débattre de cet important dossier, nous avons le plaisir de recevoir M. Cherif Khammar, ex-secrétaire général du ministère des Ressources en eau et hydraulicien, donc spécialiste dans le secteur. Bien le bonjour M. Khammar. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs. Merci à vous et marhaba bik. Donc, Monsieur Khammar, nous voyons aujourd'hui où nous rentrons d'office dans un stress hydrique. Il y a une grande problématique, selon beaucoup de spécialistes, il y a une problématique de désignation ou définition des statistiques des besoins en eau, comment utiliser, comment gérer. Comment voyez-vous au jour d'aujourd'hui cette problématique? Merci bien. Il est à rappeler que cette situation n'est pas nouvelle. Elle est déjà ancienne, elle est répétitive. C'est du déjà vu. C'est du déjà vu, elle est répétitive. Peut-être il y a des années où elle a été pire que ça. Nous avons vécu, à titre d'exemple, dans certains barrages, une partie du barrage a été transformée en terrain de football. Je parle de Beni Badel, Tlemcen par exemple. C'était en quelle année? C'était dans les années 90, je me rappelle très bien. Et donc, il fallait gérer tout ça. Il fallait donc... Mais je commence à dire d'abord une chose, le stress n'est pas seulement hydrique. Le stress aussi est au niveau des fonctionnaires, des ingénieurs, des techniciens du secteur de l'hydraulique qui œuvrent, je suis sûr, comme ils l'ont toujours fait, à plein rendement. Ils ont le stress non seulement familial, professionnel, etc. Donc je demanderai aussi que les gens marquent leur solidarité avec ce secteur, surtout les citoyens, contre le gaspillage et la mauvaise utilisation de l'eau. Ça, d'une part. Maintenant, ce qui est du programme qui est avancé pour remédier à la situation à titre, disons, une certaine étape en attendant le retour des pluies, le programme est avancé. Il y a des unités de dessalement, je pense dire. Il y a des forages nouveaux. Il y a même des raccordements de barrage à barrage. Il y a beaucoup d'actions, de rénovation, etc. Monsieur Khammar, je m'excuse, pour le moment, on va parler ou on va dire que tout le monde œuvre pour une mobilisation des ressources disponibles, que ce soit conventionnelles ou non conventionnelles, dans ce genre de pénurie que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Les gens croient que c'est une problématique de gestion, or que non, il y a une forte problématique climatique. Il y a une sécheresse en Algérie depuis près de 3 ans. Excusez-moi, moi je dirais qu'il y a les deux. La problématique pluviométrique, elle est définie, disons, par le changement climatique. Vous l'avez avancé, la région Maghreb verra
ces capacités hydriques diminuer de 20% d'ici, je pense, 2050. Mais ceci doit nous inciter justement à œuvrer à une gestion, disons, à l'amont de ces stress hydriques. La gestion, par exemple, des stocks au niveau des barrages, des capacités aquifères des nappes, doit être gérée de manière à ce que, avec l'évolution de ces stocks, doit penser à un éventuel retour des saisons sèches. De ce fait-là, nous pouvons garantir au moins des étapes peut-être sèches, mais supportables pour le citoyen. À cet effet, je pense qu'il faut faire un scénario de gestion prévisionnelle des stocks qui existent en prévision toujours d'un retour d'une année sèche. C'est de ces conditions. De cela, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Nous avons par exemple un recensement en 2004 sur les 15 000 forages existants en Algérie. Il y a 15 000 forages. En 2004. 2004. Ça a dû évoluer. Nous avons recensé 3 000 forages en panne. Je ne dirais pas que c'est... Avoir des forages en panne, c'est une... Non, c'est acceptable. Mais il faut réduire ces taux-là. Mais c'est des ressources en moins. C'est des ressources en moins. Nous avons recensé à une certaine époque 40% de la production d'eau des aquifères venait de ces forages en panne. À savoir qu'il faut donc mettre en place un plan. Un plan, mais une gestion de ressources mobilisées et suivre son évolution. C'est-à-dire une auscultation périodique, bien ciblée dans le temps. Cette auscultation périodique, surtout des champs de captage, on n'en parle pas, doit être à l'amont de toute réparation, les équipements électromécaniques sont des équipements qui s'usent. Il faut créer aussi des laboratoires au niveau de la CEAL, au niveau des EPE, au minimum des laboratoires nationaux pilotes au niveau des grandes agglomérations pour prendre en charge la réparation de ces pompes. Parce qu'il se trouve que ces pompes-là, c'est simplement une affaire de bobinage. Pourquoi? Parce que l'hydrogéologue doit assurer l'adéquation entre la pompe elle-même, les caractéristiques de la pompe, et le dynamique de la nappe. Donc, il faut mettre la pompe qu'il faut au forage qu'il faut. Et l'hydrogéologue sait ce qu'on appelle le débit critique d'exploitation. Dans beaucoup de cas, il n'est pas respecté. Ce qui fait que la pompe, des fois, ne tient pas 2-3 mois. Soit elle est plus faible que le forage ou plus forte. Voilà, ou plus forte. Autre part, dans les travaux de construction de forage, nous avons des problèmes d'équipement, des problèmes aussi de domiciliation, ce qu'on appelle les crépines au niveau des aquifères. Et la qualité des métaux de ces crépines-là, pour avoir le maximum d'eau, mais aussi stabiliser la nappe, avoir des niveaux de rabattement les plus faibles, mais un débit réconfortant pour la production. Concernant M. Hamma, l'Algérie a consenti dans les 2 dernières décennies d'énormes efforts pour faire face à son stress hydrique. La réalisation d'infrastructures hydrauliques ont été importantes durant les dernières décennies, mais l'Algérie reste encore insuffisamment dotée en ressources hydriques. La satisfaction des volumes mobilisables risque de poser problème. Donc, des fois, on dit qu'on a des infrastructures plus grandes qu'il faut ou plus petites qu'il ne faudra concernant les barrages. Combien de barrages il y en a en Algérie? Les barrages, on a dépassé les 80 barrages en Algérie. C'est bien. Ces barrages-là, comme on servi dans certains cas, je prends le Mao, je prends la région Est, etc., à des transferts importants qui ont quand même allégé les souffrances. Les 80, c'est entre petits et moyens et grands barrages? Non, les retenues collinaires, il y en a au moins 6 000. En 82, il y avait un programme de 1 000 retenues collinaires. Je vous dis franchement, ces retenues collinaires, pour certains immigrés, dans certaines régions, ils ont abandonné l'immigration grâce à ces retenues collinaires. Ils ont trouvé ces retenues qui étaient mises à disposition par l'État. Il y a des spécialistes qui disent qu'il n'y en a pas assez de retenues collinaires.
il y a beaucoup d'eau On peut. qui part comme ça, donc sans retenue, ou il y a des retenues collinaires qui sont très anciennes, mal entretenues. L'entretien des retenues collinaires, normalement, il est très facile. Parce que ça devient la propriété de l'utilisateur. C'est presque un cadeau de l'État à l'utilisateur. Mais l'utilisateur doit quand même faire un effort de dévasement de chaque année. C'est rien du tout. Par exemple, colmater, c'est un peu les fissures au niveau des trucs. C'est 2-3 sacs de ciment, ça suffit largement. C'est des retenues collinaires, ce n'est pas des grandes quantités. C'est à peu près entre 40 000, 50 000, maximum 80 000 mètres cubes la capacité de la retenue collinaire. Ce n'est pas par millions et millions comme des barrages. Voilà. Maintenant, les barrages, c'est une bonne chose. Mais tout simplement, il faut veiller à l'exploitation adéquate avec justement l'évolution des besoins. Je dirais par exemple, nous avons pensé dans les années 2000-2002, nous avons pensé au dessalement d'eau de mer après une étude très approfondie. Nous avons fait une carte des sites retenus pour le dessalement d'eau de mer. D'accord. Monsieur Khammar, je reviendrai à cette cartographie. Nous devons partir pour voir un direct sur un info qui vient de tomber. L'État desservira 100 000 habitations, 100 000 logements durant cette année aux différents citoyens dans les différentes catégories. Chers amis téléspectateurs, rebonjour et toujours nous débattons du dossier de la problématique de l'eau, du stress hydrique avec M. Cherif Khammar, l'ex-secrétaire général du ministère des Ressources en eau. Donc on parlait, M. Khammar, de la mobilisation des ressources en eau. Comment bien faire? La mobilisation, elle est assez bien conduite, je dirais. Nous avons quand même enregistré pas mal de nouveaux barrages. Sur une décennie, je crois qu'il y a eu au moins minimum dans les 20 à 25 barrages nouveaux, avec des capacités assez bonnes. Nous avons vécu des trucs de transfert énormes. Mais le problème, c'est que la maintenance. Le patrimoine hydraulique a besoin, je dirais même, d'une année sabbatique pour le maintien du patrimoine existant, pour sa réhabilitation. On a surexploité nos infrastructures? Non, pas surexploité. Au contraire, je dirais pas, je n'accuse personne, mais il y a un effort à faire en plus pour la maintenance de nos infrastructures, de nos équipements. Il faut faire un effort énorme. Et là, l'auscultation périodique est une nécessité absolue, surtout les champs de captage. Nous avons en Algérie 177, je crois, champs de captage. Alger, je crois, c'est une affaire de 70 champs de captage. Dans ces champs de captage, je vous disais, il y a au moins 30% de forages qui sont en panne. La panne existe, elle est acceptable. Mais le problème, s'il y avait un diagnostic continu, dans un calendrier bien défini, par exemple, au moment des eaux basses, c'est-à-dire la fin de l'été, c'est le moment où il faut faire un diagnostic complet de tous les équipements qui ont fonctionné pendant l'été. Ouais. Et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour la saison hivernale pour remédier au manquement de ces équipements. Et le manquement, il est énorme. Moi, j'ai fait en 2004 une tournée dans les wilayats, dans le cadre d'une étude. Nous avons, je dirais entre guillemets, et je n'accuse personne, c'est les communes, les DHW et tout ça, ils n'ont pas les moyens. J'ai trouvé un... Peut-être c'était différent dans le temps. Même les moyens financiers de l'État n'étaient pas les mêmes. Je dirais, mais nous avons quand même recensé, moi, ce que je qualifierais de cimetière de pompes immergées. Pourquoi? Je vous ai parlé tout à l'heure de l'adéquation entre la pompe et la dynamique de la pompe. Exactement, ce problème de pompe. D'ailleurs, dans les communes limitrophes à Alger et même dans les communes rurales, les gens ou le citoyen entend beaucoup parler, la pompe elle est tombée en panne, la pompe du château d'eau elle est tombée en panne, la pompe Parce que, excusez-moi, c'est pas la pompe qu'il faut. La pompe, elle est liée à ce qu'on appelle un débit critique d'exploitation du forage, de la nappe. Si on dépasse ce débit,
ça ne marche plus. La pompe, elle va, pas, elle va être dénoyée et elle va être mauvaise. Ne faudrait-il pas créer un genre de cahier de charges concernant les pompes de chaque commune? Non. Moi, je dirais... Ou définir le débit... Établir un calendrier d'auscultation, la CEAL, à Alger, à Annaba, partout, les entreprises de gestion de l'eau, doivent avoir leur structure d'auscultation. Ils doivent l'avoir peut-être. Est-ce qu'ils ont les moyens aussi? Est-ce qu'ils ont les moyens? Je vous dis, est-ce qu'ils ont les moyens? Moi, par exemple, les forages nouveaux à réaliser, moi, je souhaiterais que le suivi du forage, le suivi de forage, la mise en place des équipements, le contrôle des essais, ce qu'on appelle de débit, etc., les pompes qu'il faut mettre en place, je souhaiterais que ça soit confié à l'ANARACH. L'ANARACH, l'Agence nationale des ressources hydrauliques, qui est maintenant devenue un EPIC. Je pense que c'est une solution qui pourrait au moins lui confier une partie des champs de captage en attendant de la généraliser sur toute l'Algérie. Monsieur Rmal, il y a une autre problématique, c'est la faiblesse dans la protection des ressources tant superficielles que souterraines. Donc, par exemple, selon des chiffres avancés par l'ANRH, par exemple, l'ANRH offre 4 milliards de mètres cubes d'eau par an. Donc, le ministère des Ressources en eau, en général, d'eau potable. Or que le citoyen en Algérie, il en a besoin, selon les statistiques, de 2 milliards de mètres cubes par an. Donc, il y a un dédoublement. Donc, l'offre, elle est doublée, fois 2, mais le manque, il est toujours là. Donc, il y a des spécialistes qui disent qu'il y a un manque de protection des mesures de pompage. Le chiffre que vous avancez, pardon, je pense que c'est un chiffre de l'ANARACH qui concerne le nord et le sud, n'oublions pas. Pour ce qui est du nord, c'est toute l'Algérie. Voilà. Hein. C'est toute l'Algérie. Non, pour ce qui est du nord, on est à 2,5 milliards de mètres cubes, avec un renouvellement. Bien sûr, nous avons la chance d'avoir ce qu'on appelle le renouvellement des ressources. C'est les ressources régulatrices. C'est un apport à partir de la pluviométrie directe et l'infiltration de ces pluies au niveau des nappes. Ouais. Tandis que le sud, il est à peu près à 7 milliards de mètres cubes par année, mais c'est toujours dans 2 aquifères. Nous avons l'Albien qu'il faut gérer. Avant de partir dans le point de l'Albien, parce que c'est un point important qu'on va en parler, comment voyez-vous, comment devrions-nous sécuriser au mieux nos ressources, ou les valoriser? Sécuriser nos ressources, comme je vous l'avais dit, d'abord... Parce que des fois, il y a un épuisement excessif. Pour les nappes, par exemple. Pour les nappes, c'est l'adéquation, je vous dis, entre les équipements électromécaniques et les possibilités hydrodynamiques de la nappe. Pour ce qui est du sud, c'est ça que vous voulez en venir, je crois. Pour l'Albien, nous avons 2 aquifères au niveau du sud. L'Albien et l'autre truc superficiel qui est le complexe terminal. Pour l'Albien, c'est une nappe fossile en général, à 90% fossile. C'est de l'eau ancienne. Si on doit la dater, elle date de plusieurs milliers d'années. En effet, on estime les ressources de l'Albien à 60 000 milliards de mètres cubes. Et cet Albien se trouve en majorité dans la partie algérienne, c'est-à-dire sur les 100 000 km², il se trouve 70 000 km² en Algérie. La seule nappe renouvelable par rapport aux pluviométries, par rapport au ruissellement à partir des hauts plateaux, c'est la nappe du complexe terminal. L'Albien n'est renouvelé qu'à peu près à 5 millions de mètres cubes. Donc, il y a des gens qui ont lancé plusieurs polémiques sur la nappe albienne, la fameuse nappe albienne au sud-est du pays, et qui disent pourquoi ne pas exploiter la nappe albienne concernant le nord, faire transporter cette eau au nord. Est-ce que c'est faisable? C'est faisable, mais à quel prix? À quel prix la maintenance de ce système comme ça? Vous avez de l'Albien vers les zones les plus éloignées de l'Albien jusqu'à Alger, par exemple, c'est des milliers de kilomètres. Vous devez installer... Il y a déjà une exploitation de l'Albien au jour d'aujourd'hui. Tout à fait. Il sert pour l'agriculture au sud, qui est très développée.
les fameux pivots pour les céréales, les fameuses fermes Adrar, Tougourt, Ouargla. Tamarrasset est alimenté par... La pomme de terre d'Ouetsouf. Par qui elle est alimentée? C'est par l'Albien. Tamanrasset, ce n'est pas de l'Albien de Tamanrasset. D'accord. C'est le transfert de l'Albien. Oui, c'est le transfert de l'Albien, oui. Un transfert qui demande, vous savez, une maintenance. C'est combien de kilomètres de transfert? 700. Vous avez sur 700 kilomètres, avec des zones montagneuses, abruptes, où il nécessite des pompages énormes, où l'absence de lignes électriques n'est pas là-bas. C'est que les pompes sont alimentées avec du gasoil. Les groupes électrogènes sont alimentés par des gasoil. Donc, c'est une bonne chose, mais il faut une présence permanente, 24 sur 24, etc. Et j'espère que ce problème... C'est un coût financier exorbitant. C'est un coût financier, mais c'est un coût nécessaire. Pour nos citoyens du Sud. Nécessaire. Indispensable. Non, c'est juste pour donner l'idée à nos concitoyens sur le coût qu'il faudra pour transférer l'Albien vers le nord. Moi, je ne pense pas au coût de transfert. Je vous jure que je n'y pense pas. L'utilité, la logique. C'est le coût et les difficultés de maintenance d'un système pareil. Les gens croient que c'est très simple. Tant au niveau du champ de captage, lui-même, à Ain Salah, qu'au niveau de transfert de toutes les 700 km. Il est prévu, bien sûr, le long de créer des zones vie sur le tronçon Ain Salah. C'est une très bonne chose. Oui. Mais si on assure la maintenance comme il faut, c'est très bon. Ça marche très bien. Ça fait vivre notre Sud, actuellement. Mais ça fait vivre. Ça fait épanouir notre Sud. Le Sud, oui. L'eau, c'est la vie. Non, parce que les gens qui lancent des polémiques sur les réseaux sociaux croient que cette nappe albienne n'est même pas exploitée. C'est bien de le dire aujourd'hui que le Sud algérien, au jour d'aujourd'hui, vit de ce transfert important de la nappe albienne. Il faut dire que ce date albien-là, c'est lui qui a mis vraiment des ordres de vie aux différentes oasis. Oui, telles que Adra, El Golia, Ouargla, Tougourt, El Oued. C'est des oasis qui bénéficient de l'Albien. Mais l'Albien, il faut dire aux gens qu'ils se tranquillisent. L'Albien est géré par un modèle mathématique mis en place par l'ONRH avec la collaboration de ce qu'on appelle l'OSS. Qui est, si vous pouvez nous simplifier un peu le modèle. L'OSS, c'est une entité internationale qui est domiciliée en Tunisie. C'est l'organisme Sahara et Sahel. Il s'occupe non seulement de l'eau, mais aussi de l'environnement, etc. Donc, et nous avons nos cadres qui sont à l'OSS, qui travaillent dans ce cadre-là, et nous avons bénéficié d'un apport, d'un soutien financier de ces organisations-là en développement des modèles mathématiques sur toute la nappe. C'est un modèle basé sur le maillage. Chaque maille définit pour chaque région le débit qu'elle exploite, qu'il ne faut pas dépasser, qu'il faut entretenir, etc. Et nous avons même certains petits modèles tels que la région de Biskra, pour laquelle aussi nous avons un financement spécifique, etc. Si je vous parle maintenant de l'Albien, l'Albien dit qu'il faut hagda. L'Albien lui-même dit 5 milliards de mètres cubes. Mais calculez le débit spécifique par kilomètre carré. Exactement. La plus grande partie, c'est en Algérie. Le débit spécifique par kilomètre carré, il ne faut pas le dépasser. Il ne faut pas le dépasser. Sinon, c'est de l'artésianisme. Si nous arrêtons cet organisme, nous allons donc faire des équipements électromécaniques pour ramener l'eau à la surface. Ça va être un gros problème de maintenance, etc. Donc, si vous voulez que cet Albien dure pour nos générations et leur après-génération, respectons le modèle mathématique mis en place. Car ça n'appartient pas qu'à une seule génération, ça appartient aux générations futures aussi. Donc, quand on parle de gestion aujourd'hui, peut-être dans les communes rurales, ils connaissent très très bien le modèle du programme de distribution d'eau par les anciennes années de sécheresse. Pour la capitale, Alger, qui vient
de connaître en sorte cette reprogrammation qui est nouvelle. Et bon, il y a certains citoyens qui comprennent, mais d'autres qui n'arrivent toujours pas à comprendre comment ils n'ont pas d'eau 24 heures sur 24. C'est bien leur droit, mais c'est aussi le travail ou l'obligation du ministère sur le ministère des Ressources en eau. Ils doivent communiquer, ils doivent faire comprendre aux citoyens que voilà les capacités d'eau, voilà le pourquoi. Moi, je suis d'accord avec vous, l'information est importante vers le citoyen. Et le citoyen, s'il est bien informé, va marquer de mieux en mieux sa solidarité avec le programme. Exactement. Contre le gaspillage, etc. Il faut informer le citoyen. Et autre chose, il faudrait que ça soit presque comme si vous mettez une alarme pour vous réveiller le matin. Ouais, il faut que le robinet, s'il est programmé à 8 heures, il arrive à 8 heures. À 8 heures. Il faut qu'on tienne voilà. Le citoyen, et on respecte le programme. Vous allez là faire adhérer à votre programme. Il va connaître que la situation n'est pas facile. Il va essayer d'être avec vous. Il va même comprendre le stress que vous-même, en tant qu'hydraulicien, vous vivez pour arriver à compenser son besoin et à le servir dans les meilleures conditions. Pour faire comprendre un peu aux citoyens, l'Algérie est classée parmi les pays qui ont les ressources en eau les plus limitées au monde. Les plus limitées au monde, avec le Bahreïn, Koweït, Jordanie, Libye, Oman, Palestine, Qatar, l'Arabie Saoudite, Tunisie, l'Émirat Arabes Unis et le Yémen, d'après le dernier rapport de la Banque mondiale datant de 2016, avec la gestion des ressources en eau actuelle. Donc, nous sommes classés parmi les 30 pays les plus sèches au monde. Donc, il y a une situation climatique qui est là. Nous n'avons pas de l'eau à l'abondant. Je pense que ce classement, il doit tenir compte certainement de l'apport pluviométrique. Essentiellement. Essentiellement. Donc, du contexte, disons, infrastructure hydraulique et contexte, disons, naturel hydraulique, tels que les nappes, tels que les bassins versants pour le ruissellement, etc. Mais je pense qu'il doit y avoir dans ce classement une partie de gestion qui remet en cause, qui met en cause un peu le non-bon classement de l'Algérie. Je pense que moi j'insiste toujours, je reviens toujours sur mettre le paquet sur la gestion. C'est-à-dire la maintenance. Parce que quand on voit les capacités qu'on peut offrir, quand même, elles sont conséquentes. Quand vous voyez plus de 4 milliards de mètres cubes. Quand vous voyez par exemple le déficit pluviométrique, vous le comparez au mode de distribution actuel. Moi je dirais le déficit pluviométrique, il est plus important. Oui. Il n'y a pas une cohérence. Si je l'installe à 50%, je dois donner, si mes infrastructures étaient bien rodées, si mes champs de captage me donnent le maximum qu'il faut, si mon barrage, la desserte, si les transferts sont bien gérés et bien maintenus, je pense que mes 50% me donneraient au minimum, un jour sur deux pour tout le monde, 8 à 10 heures par jour. On va voir sur un schéma quelques paramètres d'influence pris sur des études dans ce cas. Le premier paramètre qui vient de la commune de Sétif, comme vous pouvez le voir sur la carte. Les plus grandes dotations, il s'agit des zones urbaines caractérisées en vert, caractérisées par la richesse des ressources en eau, alimentées par la nappe. La commune numéro 1 est le chef-lieu de la wilaya de Sétif, par exemple, est une agglomération métropole à forte densité ayant une dotation qui dépasse les 150 litres par habitant jour dans le chef-lieu qui est alimenté par le barrage de Ain Zada et la source de Oued El-Berd. Donc, c'est dans le premier schéma cartographique qu'on a ici. Et dans le deuxième schéma qui nous donne la superficie totale des régions hydrographiques. Donc, c'est nos véritables
C'est nos véritables zones de ressources en eau. Donc, dans ce schéma que vous pouvez voir, c'est la superficie totale des régions hydrographiques du pays qui est de 393 745 km², soit 16,5% de la superficie totale du pays. Elle est répartie comme il est montré, comme vous pouvez le voir. On a la première superficie, c'est l'Oranais. L'Oranais Chott al-Chergui à 20%. Le Chelfi Zahrez à 13%. L'Algérois Al-Hodna et Somem à 13%. Le Constantinois Seybous et Melleg à 11%. Et le Sahara à 43%. Donc, comme vous pouvez le constater, donc c'est les principaux ressources. Et donc, notre chapitre prochain, c'est dans les paramètres d'influence. On a, comme vous pouvez le voir dans le prochain, voilà, c'est l'évolution de ressources renouvelables en eau douce. C'est le schéma entre 2000 et 2009, comme vous pouvez le voir. Les ressources renouvelables en eau douce est égale à la somme des flux internes et des apports externes d'eau de surface et d'eau souterraine. Donc, on a donné, M. Khammar, un peu un topo sur ce qu'on peut avoir. Pouvez-vous nous éclaircir sur ces zones du Constantinois, l'Oranais et l'Algérois? Là, vous parlez des bassins hydrographiques. Oui. Bon, les bassins hydrographiques, c'est une organisation qui est basée sur... Ça représente 30-20% de nos besoins? Pour les bassins hydrographiques. Oui. Chaque bassin hydrographique a ses capacités, ses infrastructures. Par exemple, vous prenez en matière de pluviométrie les déficits dans ces bassins hydrographiques. Le moins touché, c'est l'Oranie. Vient après le Constantinois. Le Morani, il est à peu près à 27% de déficit pluviométrique. Le Constantinois, il est à peu près à... L'Oranie est à 14%, je crois, et le Constantinois, il est à peu près à 22%. Nous voyons que ces gens-là ne sont pas très affectés par le stress hydrique. Ils ne sont pas très affectés. Ils ont un programme qui est constant et stable. Ce qui aurait été, d'ailleurs, je parle de côté Oranie, nous avons un problème. C'est un problème, je reviens toujours sur l'auscultation et la maintenance. Nous avons une grande station à Tlemcen, de dessalement, qui est à l'arrêt. Nous avons la plus grande station, paraît-il, dans le monde, qui devait servir Oran à 500 000 m3 jour, qui ne fonctionne qu'à 50%. C'est laquelle? C'est la grande station qui dessert l'Oranais. Le nord, en tout cas, c'est la station de dessalement qui dessert l'Oranais. 500 000 m3 jour, elle doit fournir. Concernant le dessalement, M. Khammar, vous en parlez. Est-ce que c'est la solution future pour les problèmes du stress hydrique en Algérie? C'est une solution d'accompagnement. Elle ne peut pas être la solution. Non, je pense que c'est une solution d'accompagnement. En 2002-2004, il y a eu une étude qui a été faite à l'époque où nous avions fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une cartographie de tous les sites potentiels définis pour faire les unités de dessalement au niveau de toute la côte algérienne. Jusqu'à 2013, il y a eu mise en œuvre de 11 stations de dessalement qui ont donné leur truc. Et à partir de là, nous avons dit, le schéma faisait ressortir que ces unités de dessalement, plus les nappes au niveau des côtes, plus les barrages au niveau des côtes, nous amenaient à un surplus de ressources. Ces surplus de ressources devait nous amener à refaire la réaffectation des barrages destinés initialement à l'irrigation vers l'arrière-pays. Ça devait marcher comme ça. Mais, toujours, je répète, la maintenance et le bon fonctionnement de tous les systèmes doit être la première priorité. Il y a aussi un problème, M. Khammar, vous venez de citer l'irrigation, donc l'eau destinée pour l'agriculture qui représente à peu près 60%. 12 milliards de mètres cubes en minimum. Qui consomme 60% entre 12 et 15 milliards de mètres cubes. De nos capacités en eau. Il y a cette précarité
de l'irrigation qui pose vraiment problème. Donc, dans les pays développés, en Allemagne, l'irrigation régulière, bien régulée et avec toutes les technologies peut nous donner ou donne aux citoyens allemands, lui réserve 83 litres par habitant. Quand on régule la bonne irrigation, c'est une problématique en Algérie. Une problématique. Nous avons parlé de citoyens qui gaspillent l'eau en lavant ses voitures, etc. Oui, mais ce n'est pas le grand problème. Oui, mais nous pouvons parler de l'irrigant. Exactement. L'irrigant qui fait une irrigation. Beaucoup d'eau. Pour un hectare, par exemple, dans certaines régions, il a besoin de 5000 mètres cubes an. Si vous faites des contrôles, il arrive aux 10 000, 15 000 mètres cubes par an. D'abord, ce n'est pas bon pour sa récolte, parce que la plante a besoin d'un seuil d'arrosage, sinon ça ne va pas. Voilà. Mais le goutte à goutte commence à faire ses fruits quand même. Nous avons beaucoup d'agriculteurs, et je les félicite, qui ont mis en place un goutte à goutte depuis des années. Il faut que l'État incite aussi à ça. L'État insiste. Moi, je reviens au principe de la maîtrise managériale. Oui. Il faut que l'État, les communes, les daïras, aient le pouvoir technique, je dirais, de décider. Il faut les associations des agriculteurs, et ça existe, il faut les faire adhérer à un système d'économie des eaux. Et ils sont disponibles, je suis sûr. Parce que pourquoi? L'agriculteur, à la seuil de la récolte et à sécheresse, qu'il voit sa pompe tomber en panne et qu'il n'a pas de pompe, parce qu'il n'y a pas eu de diagnostic dans son forage. Moi, j'ai proposé pour chaque agriculteur, je lui faisais à titre personnel, un diagnostic annuel chaque année, pour lui dire, et je me porte garant de la fiabilité pour préserver sa récolte à tout moment. Mais beaucoup n'adhèrent pas. Ils sont dans la précarité. Donc, il a un puits, il est en train de puiser là-dedans jusqu'au jour où il n'y a plus d'eau. Il est presque à la veille de la récolte, la pompe tombe en panne. Tout part. Alors que s'il fait une simple action avec des techniciens pour lui évaluer sa pompe, comment elle fait, pour qu'elle ne s'arrête pas, qu'est-ce qu'il faut changer dans les équipements électromécaniques, dans tout ça, il va éviter, il aura zéro perte. C'est tout. En même temps, associer ça au goutte à goutte, c'est le paradis. C'est le paradis. Oui. C'est le paradis. Quand on parle du management, est-ce que nous connaissons beaucoup de gens très pointus dans le domaine, qui sont dans le secteur et tout, mais quand on parle avec certains, ils disent que le problème, il est dans leur manque de moyens d'opérer. Tout à fait. Moi, je sais que... Ils ont toutes les idées, ils ont toutes les ressources intellectuelles, techniques. Je pense que pour aller vers la base, vers la commune, c'est renforcer en tant qu'humain et moyen les subdivisions d'hydraulique dans les daïras. Et créer, je dirais, je ne sais pas si ça existait dans le temps, et créer ce qu'on appelle l'assistance aux communes au niveau des daïras. Chaque daïra doit avoir un service d'assistance aux communes. C'est comme ça le daïra. Le chef daïra doit devenir l'équivalent d'un directeur de l'hydraulique. La direction du l'hydraulique doit être simplement, je pense, c'est un truc personnel, la direction hydraulique de Wilaya doit être un organisme de réflexion, de planification et de gestion à moyen et long terme avec les directives. Et la direction hydraulique doit bénéficier de hauts experts au niveau de la wilaya et les aligner à des cadres centraux, voilà, et leur donner les moyens. Monsieur Hamar, pour le dernier mot je voulais ouvrir une parenthèse sur les ondes d'ombre. Oui, on en fera le dernier mot de cette émission. Les ondes d'ombre, ils ont été équipés, tant mieux, qu'est-ce qui c'est dans une onde d'ombre? Il y a un réservoir, il y a un puits, il y a une petite infrastructure. Là-bas, ils ont toujours eu un problème d'eau. Ce qu'il faut, c'est faire gérer ces ondes d'ombre par leurs propres enfants. Il y a des techniciens qui connaissent la le région. terrain, qui connaissent la région. Il faut les amener d'ailleurs, les former par la SAIAL ou bien par la structure, et leur donner 3-4 ans
de mise en œuvre pour prendre en charge le réseau de leur commune ou de leur douar. Merci beaucoup, Monsieur Chérif Khammar, l'ex-secrétaire général du ministère des Ressources en eau, pour tous ces éclaircissements. Espérons que ça ira à bon entendeur. Inch'Allah. Nous remercions nos téléspectateurs pour leur bonne attention dans ce second numéro du débat de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous pour le samedi prochain. Nous vous remercions. Bon après-midi à tous. Au revoir.